Alors, Olivia Catan, j'ai un grand plaisir à vous recevoir. Alors, vous avez un sacré parcours, puisque vous êtes journaliste indépendante, mais vous êtes très connue en fait au niveau international, et pas seulement en France, mais aussi bien sûr en Israël et aux États-Unis, parce que vous êtes une grande féministe et vous avez, vous avez été choquée. Alors, vous venez d'écrire deux tribunes sur lesquelles je vais revenir, mais j'aimerais vous présenter en quelques mots. Vous m'excuserez si j'oublie certains aspects de votre parcours, mais le plus important, parce que, alors, d'abord, vous venez, c'est un peu le noyau de votre existence, mais vous êtes petite fille de William Benessiano, membre du réseau résistant Morange, et je trouve que toute votre vie est un symbole de résistance et de combat, parce qu'on ne parlera pas forcément de votre fils qui est autiste, mais ça fait partie aussi de vos combats. Mais là, c'est surtout au niveau de la cause des femmes, puisque vous avez créé en 2006 Parole de femmes, et vous avez écrit aussi deux ouvrages très importants, Deux femmes en colère, aux éditions Ramsay, et La femme, la République et le bon Dieu, aux presses de Renaissance, donc sur lequel on reviendra éventuellement plus dans une autre émission. Mais j'aimerais un peu peut-être commenter votre parcours. Comment en êtes-vous arrivé à ce combat, d'abord pour les femmes et ensuite pour l'autisme? Disons que j'ai toujours été militante. Je crois que je suis tombée vraiment dans la militance depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été évidemment formée par ma famille, par mon grand-père résistant, par tout ce que j'ai pu aussi entendre chez moi. Et c'est pour ça que l'éducation, évidemment, des enfants est très importante. Euh, et puis, de toute façon, tout au long de ma vie, on m'a montré que j'étais juive, on m'a fait sentir que j'étais juive. Pourtant, ma famille n'était pas très pratiquant. On faisait simplement quelques fêtes. On était des traditionalistes. Mais dès la maternelle, j'ai commencé à être insultée de sale juive. Donc, je me suis assez sentie étrangère depuis en fait le début de ma vie. À chaque étape de ma vie, il y a eu ce mot juif qui a été vraiment prononcé. Ça a été d'abord à la petite école, en primaire. Après, ça a été au lycée où on se battait contre le GUD, contre l'extrême droite déjà. Et puis après en fac et encore après, lorsque j'étais journaliste, on me censurait, on voulait enlever certains mots, on les remplaçait par d'autres. Quand je parlais d'israélien, on gommait le mot israélien pour mettre à la place colon, même quand c'était un bébé de 3 mois qui était assassiné. Donc, si vous voulez, euh, j'ai toujours senti en fait dans ma chair que oui, j'étais française et très fière de l'être parce que j'aime ce pays, mais qu'avant tout, on me voyait quand même comme une étrangère. Et ça vraiment, je l'ai senti très tôt. Alors, vous venez d'écrire, on reviendra si vous voulez pour une prochaine émission sur l'autisme, ça me paraît important votre combat. Je suis intervenant psychosocial et je m'occupe de personnes autistes et je trouve que c'est important ce que vous avez fait, pas seulement pour votre fils, mais pour tout l'ensemble des mamans, des familles. D'ailleurs, j'ai vu que vous avez fait pas mal d'événements et que vous avez été soutenu, donc on reviendra là-dessus. Mais je pense que le plus urgent, enfin je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, c'est que là vous avez fait deux tribunes très importantes. Une ce qui est une lettre d'une franco-israélienne à la France. J'aimerais commencer par celle-là et ensuite, ça me paraît très important ce que vous avez fait. Bon, c'est par rapport à Mediapart, là, à la mémoire de Shani Louk. Alors, Shani Louk, pour ceux qui c'était une Allemande qui était venue et qui a été baladée par les barbares, on va dire, et qui est malheureusement décédée. Donc, bon, on lui rend hommage. D'ailleurs, je mets cette émission sous sa lumière parce que Shani Louk avait l'air d'être une femme ouverte et pleine de talents artistiques. Alors, pour revenir sur votre lettre d'une franco-israélienne à la France, effectivement, c'est la question que j'allais vous poser, mais comment décrivez-vous, parce que vous êtes en Israël depuis 3 ans maintenant, vous étiez en France, comment avez-vous vécu ce 7 octobre? Comment l'avez-vous vécu et à quel moment vous avez décidé d'écrire ces deux tribunes? En fait, je crois que le 7 octobre, on le vit tous les jours depuis que c'est arrivé. On le vit tous les jours dans notre chair. On le vit. Moi, je peux plus dormir. Je peux plus du tout dormir. J'y pense tout le temps. Je pense à ces femmes.
qui ont été tuées dans des conditions terribles. Vous parliez de Shani Louk, qui était juste une gamine de 22 ans, qui était tatoueuse, qui était artiste, qui était venue là pour danser, qui a été violée, qui a été décapitée, parce que les mots ont un sens et il faut les prononcer. Et si vous voulez, ce 7 octobre, oui, il est dans notre chair et je crois qu'il va le rester, je pense, jusqu'à la fin de mes jours, parce qu'on ne peut pas penser qu'on puisse tuer des femmes et des enfants dans de telles conditions. Ce n'était pas simplement une balle dans la tête, c'était mutiler les corps, mutiler les âmes, souiller les corps. On a violé des femmes, on a violé des cadavres de femmes, on a extrait des fœtus de femmes enceintes. Je dis tous ces mots parce que je trouve qu'ils sont importants, surtout à l'égard de toutes ces féministes qui, pour moi, n'ont plus rien de féministe. Parce que quand on voit toutes ces images que j'ai vues, euh, on est obligé d'être choqué. Et peu importe de savoir si on défend la cause palestinienne ou si on ne la défend pas, ça n'a aucun rapport avec la cause palestinienne. Ce sont des barbares qui se sont attaqués à des femmes et des enfants parce qu'ils étaient aussi ils sont le symbole de cette humanité. C'est ce qu'il y a de plus fragile dans notre monde, les femmes et les enfants. Et pendant les guerres, évidemment, on s'en prend toujours à elles en premier, aux femmes et aux enfants. Ces féministes ne se sont pas contentées de se taire. Parce que, évidemment, le 7 octobre, quand c'est arrivé, je m'attendais à quelques appels de mes amis féministes avec lesquels j'ai milité pour beaucoup d'affaires. L'affaire DSK, les violences faites aux femmes, la précarité des mères isolées. Enfin, voilà, pendant 15 ans, je me suis battue pour le droit des femmes. J'ai milité. J'ai marché avec elles sur les pavés parisiens, j'ai signé des pétitions. J'ai toujours défendu le droit des femmes, qu'elles soient iraniennes, afghanes, algériennes. Je n'ai jamais fait attention ni à leur religion, ni à leur couleur. Et puis, le 7 octobre, pas un coup de fil, ou si peu. Quelques amis, évidemment, qui s'inquiétaient pour moi, mais pas mes amies féministes, aucune d'elles. Euh, il y a une féministe avec laquelle j'ai écrit un livre, Kenza Braiga. Voilà, le premier jour, il a fallu qu'on s'engueule parce que face à ces massacres que j'étais en train de lui décrire, elle m'a parlé du conflit israélo-palestinien. Et pour moi, sa parole était inaudible à ce moment-là. On aurait pu parler de paix, peut-être, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Je ne sais pas encore dans combien de temps. Tout dépend aussi de la suite de la guerre. Mais à ce moment-là, on ne pouvait pas en parler. C'était pas le moment. Et pourtant, j'ai milité avec Marek Alter dans toutes les conférences pour la paix. Mais là, à ce moment-là, je ne pouvais pas parler de paix. C'était un mot impossible à entendre et je ne peux toujours pas l'entendre parce que nous n'en sommes pas là. Nous avons vécu ces massacres, ils n'ont pas été reconnus à leur juste valeur, ils n'ont pas été dénoncés avec force et surtout dans les rangs en effet féministes. Et pour moi, j'ai été évidemment brisée dans tous les engagements parce que ça a remis en question finalement tous ces engagements de toute une vie. Et c'est ça qui a été le plus difficile à vivre. Vous soulignez à juste titre que beaucoup de victimes étaient souvent des gens qui étaient pro-palestiniens et pour deux États et qui ont été victimes. Donc on voit bien que ça dépasse droite-gauche et puis qu'on est vraiment dans l'antisémitisme pur, tel que les nazis le pratiquaient ou les communistes. Et donc là, vous dites que aujourd'hui, je ne rêve plus d'idéalisme de gauche, j'ai les yeux grands ouverts. Et alors là, vous êtes mis justement, comme vous l'avez fait spontanément pendant toute votre vie, à résister et à vous avez proposé. Donc racontez-nous un peu quand vous avez été proposé votre aide dans les associations, les hôpitaux, à participer à cette solidarité, vous dites, qui s'est mise en place. Racontez-nous ça, c'est important que ici on sache justement ce que les Israéliens ont vécu et comment ils l'ont vécu pour pouvoir faire face. Disons que on est arrivé il y a 3 ans pour notre fils, pour simplement qu'il intègre un lycée, puisque nous repartons en France l'année prochaine, mais nous sommes venus pour un temps en Israël. J'ai trouvé que le pays avait beaucoup changé par rapport à celui que j'avais connu à mon enfance, et je l'ai trouvé fracturé à plein de niveaux, fracturé entre les communautés, croyants, pas croyants, fracturé entre les gens de droite, les gens de gauche. Et c'est vrai que j'appréhendais ce qui pouvait se passer, je le sentais voilà, dans ma chair, parce que les Israéliens vivent leur vie. On ne se rend pas compte, peut-être quand on vit dans un pays depuis très longtemps, de ce qui se passe. Mais moi, en arrivant, j'ai tout de suite senti que ces fractures allaient nous conduire au pire. Et malheureusement, j'ai été témoin de tout ça. Et ce qui m'a
vraiment fait plaisir, au moins au milieu de tout cet obscurantisme et ces massacres, ça a été cette solidarité qui s'est faite tout de suite. Entre les gens de droite, entre les gens de gauche, entre les religieux, les pas religieux, on était tous unis, on est tous unis face à l'ennemi, qui est le Hamas, et puis le Hezbollah, et toutes ces organisations et tous ces pays qui vraiment nous détestent. Même si, voilà, encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'ont fait les Juifs pour mériter tout ça, mais en tout cas, cette solidarité, elle s'est faite de façon naturelle. Les jeunes de l'école de mon fils se sont mobilisés pour aller faire la cuisine aux soldats, pour porter des colis. On a fait des dons. On a essayé tous, modestement, de faire notre petite part à cette grande solidarité. Et voilà, moi, je sais écrire. Donc, c'est ce que je fais, je crois, le mieux dans ma vie. Donc, j'écris pour montrer ce qui se passe ici, pour parler à la fois de l'horreur, mais à la fois aussi de ce peuple qui est grand, de ce pays qui est grand, malgré sa taille minuscule au milieu de tous ces pays arabes. Euh, et c'est vrai que c'est un pays vraiment démocratique. Ici, on peut être ce qu'on a envie d'être. On peut avoir le genre qu'on a envie d'avoir. On peut être féministe ou pas, religieux ou pas, transsexuel, queer. Et c'est pour ça que j'ai été tellement choquée par cette tribune qui a été publiée sur le blog de Mediapart, parce que ces femmes, ces féministes, ces collectifs LGBT, euh, on dit que la Palestine était leur combat, mais en Palestine, il n'y a pas pire pays pour le droit des femmes. Les droits des femmes sont bafoués, le droit des homosexuels n'existe pas puisqu'ils sont assassinés. 90 d'entre eux sont venus se réfugier en Israël ou à l'étranger pour fuir Gaza. Et tout ça, elles ne l'ont pas dit. Et évidemment, c'est le reproche que je peux leur faire. Tout à fait. Alors on va creuser là, parce que là, c'est bien beau de les dénoncer, mais j'aimerais les nommer. Parce que, mais l'infamie ne s'arrête pas là, puisque certaines d'entre elles, comme le comité local de nous, toutes de Nice, Quimper, Gironde, Eure, Pontarlier, Saint-Malo, Le Havre, Paris 15e, ça c'est différent. Le planning familial 41, l'AG féministe Paris banlieue, ainsi que de nombreuses associations LGBTQI, comme les marches des fiertés du Havre, les lesbiennes contre le patriarcat, le coin des LGBTQI, Mediacare ou encore le TRAS ou GARS, collectif féministe étudiant de Sciences Po Paris, ont signé une tribune dans le bloc Mediapart pour demander la libération de la Palestine, expliquant que c'était une cause féministe. Alors ça, je trouve ça très important mais il faut vraiment qu'on aille au bout du raisonnement. Là, c'est de savoir s'il y a-t-il eu vraiment un peuple palestinien et si ce n'est pas une invention récente, puisque quand on regarde l'histoire, disons, du territoire où se trouve Israël, on voit bien que pendant 500 ans, l'Empire ottoman a dominé, c'était qu'une province, et que c'est lié à l'implication de la destruction du deuxième temple par les Romains, qui ont choisi de nommer cette région Palestine. Et même certains Palestiniens disent que Jésus est né en Palestine alors qu'il était mort 40 ans plus tôt, enfin, si on croit bien sûr qu'il a existé, mais peu importe, c'était pour... On a vu aussi l'ère britannique, après le traité de Versailles, de 1918 jusqu'en 1948, et ensuite la déclaration de guerre des 6 pays arabes, alors que Israël avait accepté la création de 2 États. Il faut le rappeler, Israël a accepté la réalité de 2 États. J'aimerais le rappeler encore une 3e fois, parce que j'ai l'impression que les gens ne l'entendent pas. Alors, comment ça se fait qu'on peut trouver des gens qui ont soi-disant une culture justement pour le combat des femmes, on a connu, et d'ailleurs vous citez des grandes personnalités qui en France se sont battues, mais je vous laisserai peut-être les citer, vous dites qu'ils auront honte d'entendre ces féministes justement ne pas défendre justement les femmes qui sont battues. On voit en Iran par exemple, quand ils portent le voile, et quand ils portent pas le voile, ils se font assassiner. Voilà, par exemple. Bien sûr. Alors, évidemment, certaines organisations féministes ont porté justement cette parole iranienne, des femmes iraniennes. On devait se couper une mèche de cheveux pour justement exprimer notre solidarité. Donc là, elles ont été là, pas toutes d'ailleurs, mais certaines ont été là.
Mais là, c'est vrai que j'ai été quand même sidérée par cette tribune. Je crois qu'il y a évidemment beaucoup d'idéologie. En ce moment, on est contre la colonisation. Dans leur tête, Israël colonise. Les Palestiniens, la Palestine qui appartient aux Palestiniens, puisque c'est ça leur raisonnement en fait. Et donc, comme elles sont contre tout ce qui est colonisation, elles sont contre Israël et elles sont pour les Palestiniens. Donc, elles ont une espèce de raisonnement totalement simpliste. Elles ne connaissent pas évidemment le terrain. Elles ne sont jamais venues visiter ni les Israéliens ni les Gazaouis. Elles ne sont jamais venues. Parce que si elles étaient venues, elles verraient la condition des femmes, elles verraient qu'il n'y a pas d'homosexuels et que le premier qui se déclare homosexuel se fait tuer. Donc, elles parlent en fait de leur petit canapé en France, bien au chaud, parce que c'est facile en fait d'être pro-palestinien en France. Dans toutes les universités que j'ai pu faire, ou même d'ailleurs dans tous les journaux que j'ai pu faire, ou dans toutes les radios que j'ai pu faire, la plupart des gens me voyaient comme une sioniste, comme quelqu'un qui prenait toujours la défense d'Israël. Euh, mais ne voyez pas, en fait, mon autre côté où je prenais aussi la paix. J'ai toujours prôné la paix, mais par contre, j'ai appris l'histoire et je connaissais l'histoire d'Israël. Donc, à chaque fois, en fait, qu'il faisait une remarque sur la colonisation, je pouvais évidemment les renvoyer à leur livre d'histoire. Mais vous savez, les féministes ne sont pas les seuls, en fait, à ne pas être venus ici, ou les mouvements LGBT encore plus. Le STRAS, prenons le STRAS, qui est une association que je connais bien, qui est une association de travailleuses du sexe, qui a osé aussi signer cette tribune, ce qui est quand même la chose la plus ridicule qui soit, parce que si elle venait à Gaza en mini-jupe avec des décolletés pas possibles pour être prostituée, elle se ferait tout de suite décapitée. Donc c'est d'un ridicule. La vérité est totalement mais bafouée, tout est inversé. On ne peut même pas converser avec elle. C'est très très compliqué de converser avec ces féministes-là. Pourtant, moi qui fais partie d'un féminisme universaliste, je n'ai jamais critiqué ces collectifs parce que je trouvais que c'était un bol d'air, je trouvais qu'elles nous apportaient un peu de fougue, un peu de passion, un peu de militance. Donc j'avais plutôt tendance à les soutenir. Mais là, elles ont atteint un point de non-retour. Pour moi, tous ces collectifs devraient, de toute façon, c'est une véritable apologie du terrorisme qu'il y a cette pétition. Moi, je l'ai demandé, évidemment, j'ai contacté des avocats qui ont parlé d'apologie du terrorisme et qui porteront, je pense, plainte contre tous ces collectifs parce que aujourd'hui, je crois que notre seule façon de lutter contre la désinformation, c'est d'écrire des faits, montrer des images, et puis, évidemment, le droit. Et il faut attaquer les collectifs féministes qui osent dire ça, attaquer les ONG comme Amnesty International qui n'a pas parlé de féminicide. Je les ai contactés parce qu'ils avaient fait un excellent dossier sur les femmes en temps de guerre, les féminicides, les femmes iraniennes. Donc, je les ai appelés de façon naïve pour leur demander un communiqué sur le 7 octobre et sur le massacre de ces femmes. Et évidemment, le jeune homme que j'ai eu au téléphone m'a dit: Ah, des femmes se sont fait violer. Voilà. Donc là, sincèrement, je suis tombée de ma chaise en me disant que s'il n'était pas au courant que des femmes avaient été violées et massacrées, c'est que peut-être il ne regardait pas la télévision et pour une ONG, c'est un petit peu compliqué. Et il m'a dit, bon, je vais en parler, mais je vais voir. Donc, si cette ONG, évidemment, ne fait pas de communiqué pour reconnaître ces féminicides, parce que ce sont des féminicides qui ont été perpétrés sur ces femmes, s'ils ne reconnaissent pas que ces otages femmes ont été prises comme un butin de guerre, comme dans toutes les guerres, nous attaquerons avec d'autres associations cette ONG qui ne mérite pas d'être une ONG si elle n'est pas capable de défendre tous les civils. Alors parce qu'elles sont juives, on ne les défendrait pas. Donc c'est pareil pour les féministes. On choisit en fait maintenant, on choisit les femmes. Alors si elles sont blanches, si elles sont juives, on ne les défend pas, on peut les massacrer, on peut les violer, on peut les décapiter, il n'y a aucun problème. Voilà, donc oui, je suis. Je- Alors, dis dans ma tribune que je ne suis pas en colère, je mens peut-être un petit peu parce que je le suis quand même.
Mais oui, mais on peut être en colère, c'est normal. Écoutez, écoutez, moi, ce que je trouve dommage, c'est que, mais en même temps, vous qui avez milité, j'ai vu que François Hollande, par exemple, candidat à l'élection, vous avez demandé on voit bien que certaines tendances de gauche, bon, j'ai eu Pierre Cassant hier en interview, et on voit bien que certaines gauches dérivent d'une façon, enfin, on appelle ça l'islamo-gauchisme. J'aimerais avoir votre avis, parce que Louis Plenel n'est pas, enfin, c'est pas surprenant qu'il ait cette position et qu'il ait laissé cette tribune s'organiser. Alors j'aimerais juste finaliser cette tribune parce qu'elle est en deux temps. Mais je vais vous laisser. Je vais vous laisser vous exprimer. Je voulais juste finir avec l'autre collectif qui me paraît très important pour nous en Amérique du Nord. Vous dites qu'elles reprennent à leur compte en tant qu'organisation féminine française le message de l'appel d'un collectif palestinien basé aux États-Unis dont la direction, le financement reste opaque. Est-ce que ça ne serait pas Soro derrière le Palestinian Feminist Collective. Ces organisations françaises prennent également la défense d'une militante palestinienne, Maria Abou Daka, une activiste du Front populaire de la libération de la Palestine, qui est une organisation qualifiée de terroriste par l'Union européenne. C'était pour finir un peu le portrait de cette tribune. Ça me paraissait important de voir qu'il y avait un ancrage aussi nord-américain. Oui, il y a un ancrage. De toute façon, voilà, cette lutte contre le colonialisme, hein, ça vient évidemment des mouvements de femmes noires américaines, mais bon, qui avaient tout à fait le droit à l'époque de mener ces combats. Et voilà, mais maintenant, elles se servent en fait de tout ça, elles se servent de tout, sans savoir, sans connaître. C'est ça, moi, qui me gêne le plus. Vous parliez de la gauche, mais Monsieur Mélenchon, avec lequel j'ai échangé de nombreuses fois sur le handicap, puisque avec mes associations, j'allais voir tous les partis. Y compris Monsieur Mélenchon, j'ai eu cette discussion sur Israël très souvent, et je lui disais, mais venez voir, venez en Israël, venez à Gaza, venez voir ces gens, ces Arabes israéliens et ces Israéliens qui vivent ensemble, il n'y a pas d'apartheid, de quoi parlez-vous? Et il n'est jamais venu. Pourtant, j'aurais aimé qu'il vienne pour regarder, parce que maintenant il parle d'apartheid, il parle de territoire occupé, il parle beaucoup, un peu trop, pour mettre vraiment, pour incendier notre pays et mettre les Juifs et les musulmans les uns contre les autres, tout ce qu'il ne faut pas faire. Peut-être veut-il d'une guerre civile pour prendre le pouvoir, c'est ce que je suppose en tout cas. Mais Monsieur Mélenchon aurait dû venir ici avant de parler. On ne parle pas de choses sans savoir, sans connaître, sans venir sur le terrain, parce qu'il n'y a que le terrain, voilà, où on peut vraiment s'apercevoir des choses. Et ça, vraiment, je le regrette. Alors, vous dites que ces associations ne peuvent en aucun cas représenter le mouvement féministe français et républicain qui fait partie de notre patrimoine. Pierre Cassant disait la même chose, c'est-à-dire, lui, c'est un homme de gauche, hein, il a été communiste, membre de la CGT, typographe, comme moi j'étais imprimeur. Donc la vraie gauche, enfin je veux dire, la vraie gauche, celle qui milite pour l'égalité, la laïcité et l'égalité entre l'homme et la femme, quoi. Donc lui aussi, enfin, on sent bien que beaucoup de militants de gauche sont très déçus par cette idéologisation, islamisation de la pensée. Mais vous dites, elle insulte la mémoire de nos grandes féministes françaises, Simone de Beauvoir, Simone Veil, Gisèle Halimi, qui n'ont jamais fait le tri entre les femmes selon leur confession, leur nationalité, leur couleur ou leur orientation sexuelle. Nous sommes toutes, en général, soit Simone Veil, soit Gisèle Halimi, parce que là aussi, il fallait choisir son camp. Moi, je disais que j'étais plutôt les deux, parce que chacune avait le mérite de se battre pour le droit des femmes et avait fait vraiment avancer la cause des femmes. Gisèle Halimi, j'avais beaucoup parlé avec elle par rapport à la cause palestinienne. Nous n'étions pas toujours d'accord, évidemment, mais jamais, même si elle défendait la cause palestinienne, jamais elle ne se serait permis de signer une telle tribune. Jamais elle n'aurait permis qu'on laisse ce massacre se faire sans parler. Elle aurait parlé. Voilà, elle aurait parlé des civils, des femmes palestiniennes qui vont être tuées parce que le Hamas se sert de ces femmes et de ces enfants comme boucliers humains, mais elle aurait parlé aussi de ces femmes juives qui se seraient faites violer et massacrer. Elle l'aurait fait, ça je le sais. Donc il ne faut pas se réfugier justement derrière les combats de Gisèle Halimi pour aujourd'hui légitimer la position des nouvelles féministes qui se croient d'ailleurs féministes mais qui ne le sont pas. Alors, j'aimerais aussi citer Madame Badinter, qui est une grande philosophe. Est-ce que vous comprenez elle aussi sa colère et justement elle critique en disant que la gauche a laissé tomber le travail du féminisme?
Oui, mais je crois que de toute façon, pour moi, le féminisme n'a jamais été de droite et de gauche. C'est pour ça qu'avec Parole de femmes, j'avais des gens vraiment de tous les partis au sein de mon association. J'ai jamais voulu justement politiser davantage. Quand on est une association, on est évidemment politique, puisque notre acte, notre engagement est politique. Mais je n'ai jamais voulu choisir un parti ou un autre parce que j'estimais que c'est une cause qui est humaniste et il n'a pas de couleur politique. On se bat tous pour le droit des femmes, on se bat tous pour la paix, pour la liberté, pour la vérité. Et donc, on n'a pas à choisir un camp de gauche ou un camp de droite. C'est totalement ridicule. Vous avez raison de rappeler ça. Alors, vous finissez votre tribune par une remarque à Adèle Haenel. Alors, peut-être parce que vous la connaissez plus, est-ce que vous pourriez nous éclairer pourquoi avoir mis l'accent sur cette dame? J'ai jamais rencontré Adèle Haenel. Elle s'est battue par rapport à Polanski, par rapport au fait qu'il soit invité lors des Césars. Je pouvais comprendre son émotion quand on a subi un viol et on peut parler de tout ça, on peut être touché dans sa chair et on peut réagir de façon évidemment instinctive. Euh, et donc, j'avais plutôt voilà, une admiration pour ses combats. Voilà, j'étais pas d'accord non plus avec elle surtout, mais en tout cas, je trouvais que c'était une féministe qui résistait un petit peu à tout ça. Au milieu, elle a quitté quand même aussi le milieu du cinéma pour ses convictions, pour faire valoir ses convictions. Donc, j'avais plutôt une admiration comme ça de son combat. Et là, sincèrement, je n'ai pas compris la signature de cette tribune. Elle qui a été violée, elle qui sait ce que c'est. Euh, Comment peut-elle signer une tribune? Ces femmes se sont faites violer par une personne, par plusieurs personnes. Leurs cadavres se sont fait violer aussi. Alors comment Adèle Haenel ou ces féministes peuvent signer cette tribune? C'est pour moi quelque chose d'inconcevable. Alors, je rappelle que vous signez cette tribune, vous, en tant que président de Parole de Femmes, écrivaine et journaliste, mais aussi avec Alain Bett, président du Bett Averim, excusez-moi pour la prononciation, groupe LGBT+ France. Alors, c'est important de voir que vous êtes quand même dans certains réseaux. Et nous-mêmes, ici, à Lux Media, on a reçu Michel Blanc, qui est une transgenre, qui a vraiment évolué avec beaucoup de souffrance dans son parcours, mais en même temps, on comprend que chacun a des choix. Et vous rappelez d'ailleurs, vous énumérez que les homosexuels sont combattus, que les transgenres sont combattus. Alors c'est surprenant effectivement de voir que des organismes qui combattent ce genre de problème dans leur pays, en Occident, mais qui n'ont pas la même attitude vis-à-vis d'un islam quand même qui est reconnu partout. En Arabie Saoudite, les femmes n'avaient pas le droit de conduire il y a encore quelques années. Franchement, je ne sais pas là. En fait, voilà, dans de nombreux pays musulmans, malheureusement, le droit des femmes est quand même bafoué. Le droit des homosexuels n'existe pas. Les transgenres, de toute façon, sont arrêtés pour atteinte à la morale publique. Israël, par contre, le droit des femmes en Israël n'est pas bafoué. Voilà, les femmes sont libres ici de faire ce qu'elles veulent. Ce sont vraiment des femmes très libres, les femmes israéliennes. Quant aux droits des personnes homosexuelles, la marche des fiertés s'organise euh, à Tel Aviv chaque année. On a même aussi la Cour suprême qui a fait voter pour la GPA, donc des couples homosexuels peuvent voilà, avoir maintenant un enfant, etc., et avoir recours à une mère porteuse. Donc il y a le droit des homosexuels et des femmes est tellement respecté ici. Les drapeaux justement multicolores sont dans tout Tel Aviv. On respecte le droit des femmes et le droit des homosexuels en Israël. Et donc, dire que la Palestine, qui refuse tous ces droits-là, est un combat féministe, c'est vraiment inverser la vérité. Et c'est ça qui est le plus difficile, parce que le Beth Averim s'est beaucoup battu aussi au sein de la communauté juive française pour le droit des homosexuels. Je me suis beaucoup battue aussi pour que les transgenres puissent être enterrés comme des juifs. Voilà, chose qui était difficile à obtenir en France, mais en Israël, ça n'a jamais été le cas. Donc Israël est véritablement une démocratie qui aime le droit des femmes et qui aime le droit des homosexuels. Oui, Alors, d'ailleurs, je crois que c'est le seul régime au monde qui applique la proportionnelle intégrale.
Exactement. Donc, il y a encore des progrès à faire, hein. Je me bats encore sur certaines petites choses en Israël sur le droit des femmes, parce que le droit des femmes peut toujours progresser, notamment sur l'égalité salariale, mais en tout cas, le droit fondamental des femmes et le droit fondamental des homosexuels est respecté en Israël. Et ça, il faut le dire, le répéter, le marteler dans toutes les tribunes. Je voulais finir par une conclusion par rapport à une réflexion par rapport à l'islam d'une façon générale. C'est-à-dire, comment expliquer qu'on a combattu le catholicisme à juste titre, parce que cette religion, pendant un certain temps, refusait la démocratie, on l'a vu avec la loi de 1905, la séparation de l'Église et d'État. Comment expliquer cette tolérance vis-à-vis d'un islam qui a du mal à assumer la séparation du politique et du religieux, et qui d'ailleurs, on le voit bien. Et que pensez-vous de la déclaration d'Erdogan il y a quelques jours, dans le même esprit, qui relance une sorte de croisade islamique anti-occidentale? Disons que, bon, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle voilà, La femme, la République et le bon Dieu avec Isabelle Lévy. On a essayé de revisiter justement tous les textes avec des rabbins, des curés, des imams, pour essayer de comprendre si vraiment ces textes avaient une teneur totalement sexiste, etc. Bon, c'est pas obligatoirement le cas, ça dépend de l'interprétation évidemment des textes. Quant à Erdogan, je crois qu'il essaye d'acheter un petit peu la rue arabe, il essaye aussi voilà, de rester au pouvoir, de ne pas être renversé. Donc, même si parfois certains discours des hommes politiques de ces pays arabes nous semblent très difficiles à entendre, je pense aussi qu'il y a une stratégie de leur part pour ne pas être renversé. Donc, voilà, il faut étudier la géopolitique pour comprendre aussi tous les enjeux. Souligner cet aspect-là parce que lorsque l'UNESCO a donc pris une décision concernant le lien éventuel et donc le non-lien éventuel entre les Juifs et le monde du Temple, il y avait derrière, c'est Monseigneur Lustiger qui l'avait souligné, qu'en s'attaquant aux Juifs, on s'attaquait aux racines du christianisme et donc aux racines de la civilisation occidentale. Exactement, voilà, Monsieur Lustiger que j'ai rencontré, que j'ai eu vraiment l'honneur et la chance de rencontrer, avec lequel j'ai parlé en effet, de catholicisme et aussi de judaïsme, puisqu'il était juif au départ. Et donc, oui, sa parole nous manque, la parole voilà, de sœur Emmanuel aussi que j'ai rencontrée nous manque. Tous ces grands hommes, ces femmes qui se sont toujours battus pour que les peuples qui se ressemblent se rassemblent. Et malheureusement, aujourd'hui, on est en pleine guerre. On reçoit des roquettes. Vous parliez de mon fils autiste. À chaque petit bruit, il sursaute parce qu'on est dans l'abri au moins 2 à 3 fois par jour. On a évidemment peur de la suite, on a peur de la guerre, on n'est pas habitué, on est français. Et donc, on n'est pas habitué à entendre tout ça. Et c'est vrai que j'aimerais parfois que les autres peuples se mettent à notre place et qu'ils vivent ces moments-là avec nous pour comprendre ce que c'est que d'entendre le bruit d'une roquette qui explose au-dessus de votre tête et de se réveiller un matin, 7 octobre, en s'apercevant qu'on a assassiné vos frères et vos sœurs dans des kibboutz de gauche, puisque les kibboutz ont été faits par les communistes. Et voilà, ce massacre de ces jeunes qui ne faisaient que danser. Ouais. C'est une bonne conclusion, je trouve. Alors, moi, j'inviterais les gens qui veulent avoir une idée de ce que vivent les Israéliens de télécharger l'application Red Alert. Moi, je l'ai fait pour mes 3 enfants. Comme ça, dès qu'il y a des roquettes qui tombent sur Israël, on entend. Et je peux vous dire que chaque jour, on entend la sonnerie. Et c'est vraiment éprouvant parce qu'à chaque fois, il faut aller dans les refuges. Voilà. Donc, J'ajouterais juste ça. J'ai poussé le trait de ma militance à envoyer ce raid alerte et c'est justement ces captures d'écran à Monsieur Mélenchon pour lui montrer ce que nous vivions. Voilà, et à lui faire entendre le bruit de l'alerte pour qu'il prenne tout à fait. conscience. On va essayer de trouver ça. On va essayer de trouver ça pour mettre dans notre reportage. Je voulais vraiment vous remercier, Olivia, de votre temps et de votre témoignage et de votre analyse surtout. Vous êtes une personne avec un parcours exceptionnel. Vous êtes donc, je rappelle, vous êtes journaliste indépendante et auteur de plusieurs livres, mais aussi vous avez un combat essentiel pour les femmes, donc Parole de femmes, et aussi pour les personnes autistes, sur lesquelles je suis très bien volontiers d'accord pour revenir sur une émission pour parler de votre combat et puis
ça parlera parce qu'on a aussi le même problème ici au Québec ou au Canada. On a besoin comme ça des gens comme vous qui cet humanisme est nécessaire parce qu'il faut rappeler que au-delà de la maladie, ce reste des hommes et des femmes et des êtres humains qui ont besoin d'être encadrés et qui ont besoin d'être accompagnés. Voici, vous voyez, en direct, et je la mets dans mon émission, voici une alerte. Voilà. Je trouve que, et j'ai rien, c'est naturel. Voilà, merci beaucoup Olivia, et merci aussi à Alain Zria qui était avec nous au début de cette émission.